La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, une émission qui vous offre un regard sans prétention sur le monde de la science. Dans le cadre de l'Année internationale de la chimie, nous vous proposons 4 émissions sur ce thème afin de traiter des importantes contributions de la chimie à notre société, mais aussi de certains échecs, des défis qu'elle devra nous aider à relever au cours des années à venir. Aujourd'hui, on va parler avec Christian Reber. Christian Reber, qui est professeur de chimie à l'Université de Montréal, spécialiste de la spectroscopie, qui a obtenu de nombreux prix et distinctions sur le sujet, dont le prix Gérard Herzberg de la Société canadienne de sciences analytiques et de spectroscopie. Ce ne sera pas son sujet aujourd'hui, toutefois, nous allons discuter avec lui du développement des engrais chimiques qui nous donne vraiment une bonne image de ce qui s'est passé avec la chimie depuis 200 ans et comment elle a pris la place qu'elle occupe aujourd'hui. Depuis longtemps, les hommes ont compris qu'il fallait enrichir la terre, qu'il fallait ajouter à la terre pour garder une agriculture active. Donc, on a rajouté des engrais, du fumier, on a commencé à rajouter des cendres, des os, de la poudre d'os pour essayer de maintenir la production agricole. Mais c'est seulement au 19e siècle, avec le développement de la chimie analytique, qu'on a réussi à identifier quels étaient les éléments essentiels pour la croissance des plantes. Donc, Christian Reber, est-ce que vous pouvez nous mettre un peu en scène comment est-ce que on s'est aperçu de cette importance-là, de ces éléments? Oui, je vais essayer. Merci, Normand, pour l'invitation. Au 19e siècle, il y a 2 découvertes chimiques d'importance primordiale pour le sujet d'aujourd'hui. La première, c'était bien sûr les atomes. On s'est rendu compte qu'il y avait un nombre assez limité d'éléments de base dans tout produit, dans tout ce qui nous entoure, dans tout ce qui est vivant. La deuxième découverte, c'était les compositions des produits, de tout produit, que c'était des ratios simples des atomes. Donc, à titre d'exemple très très simple, tout le monde connaît la formule chimique pour l'eau, H2O. Ça veut dire que ça prend 2 parties H, hydrogène, et 1 partie O, oxygène pour l'eau. Si vous en mettez un 25% d'oxygène supplémentaire, ça n'augmente d'aucune façon la quantité d'eau que vous pouvez obtenir. Les chimistes se sont posé la question, dans la production de nourriture, quel est le facteur, l'élément chimique qui limite la production, et ils ont trouvé que c'était, en un premier temps, l'azote. Ensuite, il y a le phosphore aussi qui joue un rôle, mais dont on parlera un petit peu moins aujourd'hui. Et le potassium. Donc, on trouve dès 1840 à peu près, donc il y a 170 ans aujourd'hui, on identifie qu'il faut 3 ingrédients en plus du carbone pour faire pousser des plantes. Tout à fait. Le potassium, c'est le 3e en importance dans les facteurs qui limitent la production de plantes. Puisque nous allons nous concentrer aujourd'hui sur l'azote, pouvez-vous nous dire un peu pourquoi l'azote est un élément important? On sait qu'on est à base de carbone et d'oxygène. Que vient faire l'azote là-dedans? L'azote fait partie de toutes les protéines, les enzymes, à moindre échelle que le carbone, mais c'est quand même un élément important. On parle à moindre échelle, c'est une fraction par millier, une fraction par... Non, c'est quelques pourcents. C'est pas 50%, mais c'est dans les quelques pourcents. Ah, pourtant, il y a quand même de l'azote partout à travers dans l'air. Donc, l'air est composé à 77% d'azote. Déjà, les plantes sont capables d'aller chercher le carbone dont elles ont besoin et l'oxygène directement de l'air. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de l'azote? Oui, c'est ça ce qui est étonnant. L'azote est disponible
partout, ça ne coûte absolument rien. C'est le gaz qui forme la majorité de notre atmosphère. Pourtant, là, il y a une autre notion de chimie qui implique cet azote-là, c'est sous forme de molécules de composition N2. Ce sont deux atomes d'azote qui sont liés ensemble, qui sont jumelés. Et le défi chimique, c'est que ces deux atomes sont très, très difficiles à séparer. Comme vous avez dit, il y a certains micro-organismes qui sont capables de le faire. La majorité des plantes, les animaux, il n'y a aucune façon que nous, de l'azote qu'on respire, qu'on puisse séparer ces atomes pour ensuite former des protéines et d'autres choses. Donc c'est un défi de taille en chimie jusqu'à ces jours. Comment séparer ces deux atomes d'azote de l'azote de l'atmosphère? Après avoir découvert en 1840 qu'on avait besoin de ces éléments-là, la première chose qu'on a faite, ça a été donc d'identifier des sources minérales ou des sources déjà en place de ces composés. Donc, entre autres, on a comme ça lancé une grande industrie d'importation du guano chilien, donc des fientes d'oiseaux chiliens qui contenaient pas mal d'azote. Mais on a aussi essayé de développer des procédés industriels pour essayer d'aller chercher l'azote de l'air et de le transformer en matière qui serait fixable par les plantes. Tout à fait. Oui, les sources d'azote, vous avez déjà mentionné le fumier dans l'agriculture traditionnelle. C'est ça une des raisons d'utilisation du fumier comme engrais. Ensuite, il y a des sources d'azote sous forme de nitrate, qui est un composé qui consiste d'azote et d'oxygène. Dans le guano, il y a des dépôts de minerais de nitrate au Chili aussi, mais on a réalisé très très bientôt que bien sûr ces dépôts sont des ressources très très limitées. Il y en a pas beaucoup et à seulement très peu d'endroits sur notre planète. Donc, pour développer une agriculture plus forte, plus solide, il nous fallait trouver des façons de fabriquer de manière artificielle ou synthétique ces composés-là. C'est ça. Et ça, c'est un défi. Il y a eu beaucoup de chercheurs à partir du milieu du 19e siècle qui ont fait des études très systématiques, qui ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup de patience à essayer de soulever ce défi. Et au plan du laboratoire, c'était au début du 20e siècle qu'on a eu la réussite clé. C'est des chercheurs, une équipe allemande pilotée par le professeur Haber, qui a pu monter un appareil échelle laboratoire qui produisait quelques grammes par heure d'ammoniac à partir de l'azote de l'air. Et bien sûr, quelques grammes par heure, ça ne règle d'aucune façon le problème de production de nourriture, mais c'était la réussite clé pour utiliser l'azote de l'air pour faire des composés à base des engrais. Ici Normand Mousseau, vous écoutez La Grande Équation. Cette semaine, nous recevons Christian Rébert, professeur de chimie à l'Université de Montréal, qui nous raconte comment le développement de la chimie industrielle a permis la production d'engrais à grande échelle, assurant une nourriture abondante pour une fraction importante de la population mondiale. On avait donc en place la recette de laboratoire, donc vers 1909 à peu près, 1908-1909, cette recette-là pour fabriquer de l'ammoniac. Donc, deux questions peut-être. Pourquoi est-ce qu'on est intéressé par l'ammoniac? Puisqu'on cherchait en fait des engrais d'azote. Et ensuite, la deuxième question à laquelle on viendra, c'est comment on a fait le saut du laboratoire à l'industrie? Bon, pour la première question, l'étape clé, c'était d'obtenir quelque chose autre que
l'azote, des deux atomes d'azote qui sont liés ensemble. L'ammoniac consiste d'azote et d'hydrogène et l'ammoniac est utilisé comme engrais de nos jours aux États-Unis à grande échelle. Par exemple, l'ammoniac, c'est